Le crissement de freins bloqués transperça le silence de l'après-midi. 18 roues d'acier et de fureur se sont mises en portefeuille sur l'asphalte, des étincelles jaillissant du métal qui frottait. Dans cet instant figé entre deux battements de cœur, un petit garçon se tenait paralysé dans l'ombre du camion, tandis que le cri de sa mère déchirait l'air. Puis, de nulle part, une silhouette se projeta à travers le trottoir, les bras tendus, plongeant sous des tonnes de force inarrêtables. Ce n'était pas un sauvetage ordinaire, c'était le moment qui allait révéler la corruption, réunir une famille brisée et prouver que certaines promesses survivent même à la mort. Daniel Rivière était assis dans la même banquette qu'il occupait depuis des années au Café de Rose, son café noir, refroidissant, tandis qu'il observait l'école primaire des Sources de Mesquite de l'autre côté de la rue. À 63 ans, son visage buriné racontait 4 décennies sous l'uniforme et 2 guerres qui avaient creusé des rides plus profondes que le temps seul n'aurait pu le faire. Sa barbe parsemée d'argent encadrait des traits qui avaient trop vu, mais ne s'étaient jamais détournés. Rose remplit sa tasse sans qu'il le demande. « Ces gamins te rendent sentimental à la retraite », taquina-t-elle en hochant la tête vers la cour de l'école où les enfants se précipitaient à travers les grilles. « Ça me rappelle juste pourquoi certaines choses comptent », répondit Daniel, sa voix rauque comme 1000 kilomètres de désert parcourus à moto. Son attention se fixa sur une femme agenouillée à côté d'un jeune garçon, refaisant son lacet avec une patience attentive. L'enfant, peut-être âgé de 8 ans, peinait sous un sac à dos presque aussi grand que lui. Quelque chose chez eux déclencha une reconnaissance dans l'esprit de Daniel. « C'est le fils d'Hélène Dubois », confirma Rose doucement. « Miguel, il ressemble tellement à Raphaël, n'est-ce pas, Raphaël Dubois ?» Le nom frappa comme un coup physique même après 6 ans. Un frère, un ami, un marine qui avait sauvé la vie de Daniel dans le désert irakien et était mort en héros sur cette même autoroute, tirant 3 enfants d'un véhicule en flammes avant que le feu ne le consume. « Évite-t-elle toujours le club ?» demanda Daniel prudemment. Rose hocha la tête. Elle ne veut rien avoir à faire avec les motos ou les motards d'acier. On ne peut pas lui en vouloir après avoir perdu Raphaël de cette manière. De l'autre côté de la rue, la scène bascula violemment. Miguel se libéra, poursuivant quelque chose qui était tombé de son sac, fonçant directement sur la trajectoire d'un énorme camion commercial qui prenait le virage bien trop vite. Le chauffeur freina brusquement, les pneus hurlèrent sur l'asphalte. Hélène se précipita en avant mais était trop loin. La jeune femme qui avait aidé Miguel réagit instantanément. En 3 enjambées, elle se jeta dans la rue, enroulant son corps autour du garçon, alors qu'il dégringolait sous le châssis du camion. Daniel était déjà en mouvement, le café s'écrasant sur le sol tandis qu'il sautait par-dessus le comptoir. 30 ans d'entraînement au combat se compressèrent en pur instinct. Il suivait les trajectoires, calculait les angles, savait qu'il ne pouvait pas les atteindre à temps, mais qu'il pouvait être prêt pour ce qui viendrait ensuite. La remorque du camion dérapa, se soulevant du sol, avant de retomber avec une force suffisante pour fissurer le trottoir. Daniel les atteignit, alors que le véhicule s'arrêtait en tremblant. La femme avait complètement enveloppé Miguel, formant un bouclier humain. Ses yeux étaient fermés, sa respiration contrôlée malgré le traumatisme. « Madame, » dit Daniel fermement, « j'ai besoin que vous me regardiez et que vous me disiez si vous pouvez bouger. » Ses yeux s'ouvrirent, vifs et concentrés. « Vérifiez le garçon d'abord. » Daniel l'aida à se rouler sur le côté, révélant Miguel, terrifié mais en mouvement. « Salut, soldat » dit-il calmement, évaluant les blessures. C'était une esquive impressionnante. « Peux-tu bouger tes orteils ?» Le garçon obéit. Pas de lésion médulaire. Daniel expira un soulagement qu'il n'avait pas su retenir. « Je suis Daniel. Comment t'appelles-tu, mon petit ?»« Miguel, » bégaya le garçon. « Tu te débrouilles très bien, Miguel. Ta maman arrive. Reste juste immobile pour moi. » Hélène les rejoignit, s'effondrant à côté de son fils avec un cri de pure terreur maternelle et de soulagement. Elle serra Miguel contre elle, ses mains vérifiant frénétiquement les blessures. Daniel se tourna vers la femme, qui s'était maintenant assise et grimaçait en faisant pivoter son épaule.
Des éraflures de la route marquaient son avant-bras, mais elles semblaient par ailleurs remarquablement intactes. « C'était la chose la plus courageuse ou la plus folle que j'ai jamais vue, » lui dit-il. « Vous êtes militaire ?» Elle secoua la tête, souriant malgré la douleur. « Non, mais mon père l'était, infirmier de la marine. Je suis infirmière en traumatologie à l'hôpital général départemental. Julie Bernard, Daniel Rivière. Votre père vous a bien appris. » Une foule s'était rassemblée, téléphone levé. Daniel fronça les sourcils devant les vautours numériques. « Reculez !» ordonna-t-il, sa voix portant une autorité absolue. « Donnez-leur de l'espace !» La foule obéit, reculant tandis que Daniel évaluait le chauffeur du camion. Un homme d'âge moyen trébuchant hors de sa cabine, le visage livide. « Vous êtes blessé ?» demanda Daniel. « Non, monsieur. Le gamin a juste surgi. Je n'ai pas pu m'arrêter à temps. » Daniel vérifia le véhicule à la recherche de fuites de carburant ou de risque d'incendie, n'en trouvant aucun. Il demanda aux passants de gérer la circulation jusqu'à l'arrivée de la police, puis créa une zone de protection autour d'Hélène, Miguel et Julie, tandis que les sirènes hurlaient au loin. Le capitaine Benjamin Valois sortit de la première voiture de patrouille, ses yeux expérimentés balayant la scène avant de se poser sur Daniel avec une expression complexe de respect et de méfiance. « Rivière !» reconnut-il. « J'aurais dû savoir que vous seriez impliqué. Il se trouve que j'étais juste de l'autre côté de la rue, » répondit Daniel d'un ton neutre. L'expression de Valois s'adoucit en s'approchant d'Hélène. « Madame Dubois, Miguel est-il blessé ?»« Cette femme l'a sauvé, » dit Hélène, désignant Julie. « Elle l'a tiré du camion. » Les sourcils de Valois se levèrent avec respect en regardant Julie. « C'est vrai, madame. J'ai juste réagi. » Le camion ne pouvait pas s'arrêter. Alors que les ambulanciers arrivaient pour évaluer Miguel et Julie, deux autres motards d'acier apparurent. Pierre Lefebvre, leur infirmier, et Thomas Martin, tous deux vétérans du Vietnam qui se déplaçaient avec une confiance tranquille malgré leur âge. « J'ai vu la vidéo, » dit Pierre à Daniel. « C'est le fils de Raphaël, n'est-ce pas ?» Daniel hocha la tête d'un air sombre, sachant que la nouvelle se répandrait rapidement à travers le réseau des motards d'acier. D'autres voitures de patrouille arrivèrent, et avec elles, Daniel remarqua deux hommes en costume coûteux, l'un qu'il reconnut des reportages comme étant Grégoire Leroux, le procureur de la République aux ambitions politiques. La scène devint de plus en plus officielle et tendue. Valois recueillait les déclarations, tandis que Leroux observait avec un intérêt calculateur. Daniel en entendit assez pour comprendre que Leroux cherchait à porter des accusations de mise en danger d'enfants contre Hélène, prétendument dans le cadre de sa plateforme politique axée sur la fermeté face à la criminalité. Ce que Daniel ignorait encore, c'est que Leroux avait un intérêt financier substantiel dans un projet de promotion immobilière qui nécessitait l'immeuble d'appartement d'Hélène, appartenant à une vieille propriétaire qui refusait de vendre. L'accident était une opportunité que Leroux entendait exploiter. Alors que les ambulanciers recommandaient une évaluation hospitalière pour Miguel et Julie, le téléphone de Daniel vibra. Un message de leur spécialiste du renseignement. « J'ai trouvé quelque chose sur Leroux. Un gros truc. Il faut qu'on parle urgemment. » Daniel prit une décision. Il appela Victor Lemaire, un ancien avocat militaire maintenant en pratique privée. « Vic, c'est Daniel. J'ai besoin que tu représentes Hélène Dubois et son fils, la famille de Raphaël. » Après avoir expliqué la situation, Vic accepta immédiatement. « Dis-leur de ne rien dire avant mon arrivée. » Quand Daniel informa Hélène qu'une représentation légale arrivait, son expression passa de la méfiance à une gratitude réticente. Elle le reconnut maintenant, pouvait voir le lien avec le club qu'elle avait essayé de fuir pendant 6 ans. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que Raphaël était mon frère, » répondit Daniel simplement, « et nous lui avons fait une promesse. » Davantage de motards d'acier arrivèrent à mesure que la situation évoluait. En soirée, le tableau complet se dessina. Leroux n'était pas seulement un procureur, mais un investisseur majeur dans la promotion immobilière du panorama du désert par le biais de sociétés écrans.
Il avait fait pression sur la propriétaire, Marthe Durand, pour qu'elle vende son immeuble où vivait Hélène. Des infractions au code de l'urbanisme apparaissaient mystérieusement. Des inspections avaient lieu à des moments suspects. La pression était systématique et délibérée. Leroux vit l'accident de Miguel comme un levier parfait. Si Hélène était inculpée, même pour des accusations infondées, les services de protection de l'enfance pourraient intervenir. Hélène pourrait perdre la garde temporairement, devrait certainement déménager. Marthe perdrait une locataire compréhensive qui renforçait sa position pour conserver l'immeuble. Quand Daniel apprit cela grâce à des documents fournis par le capitaine Valois lors d'une réunion privée à un belvédère en dehors de la ville, il comprit l'ampleur de la corruption à laquelle ils étaient confrontés. Valois, risquant sa retraite et sa carrière, avait choisi sa conscience plutôt que la commodité. « Je ne peux pas combattre cela de l'intérieur du système, dit-il à Daniel, mais vous le pouvez de l'extérieur. » Daniel appela chaque chapitre des motards d'acier dans un rayon de 200 km. À l'aube, plus de 170 motos étaient rassemblées à l'ancien ciné-parc en dehors des sources de Mesquite. Le lendemain matin, 30 motards formèrent une garde d'honneur pour escorter Hélène et Miguel au commissariat de police pour l'interrogatoire de Miguel. Le garçon roulait avec Pierre, portant un casque décoré de dinosaures, son visage illuminé d'excitation plutôt que de peur. Au commissariat, Leroux tenta de contrôler le récit, mais Victor Lemaire était prêt. Avec le témoignage oculaire de Julie, les preuves vidéo sous de multiples angles et la déclaration claire de Miguel qu'il avait simplement couru après un jouet tombé, l'interrogatoire démolit tout récit de négligence. Puis, Victor lâcha la véritable bombe, présentant aux médias des preuves documentées de l'intérêt financier de Leroux dans la promotion immobilière du panorama du désert, de sa campagne de pression contre Marthe Durand et du schéma d'application sélective des règles ciblant les propriétés qui ne se vendaient pas. La conférence de presse détruisit la carrière de Leroux en un seul après-midi. Des enquêtes de la commission d'éthique de l'État commencèrent immédiatement. Son permis d'exercer en tant qu'avocat fut suspendu en quelques jours. Des accusations criminelles suivirent. Mais la transformation plus profonde se produisit tranquillement dans les semaines qui suivirent. Hélène, voyant les motards d'acier non pas comme des hors-la-loi insouciants, mais comme des vétérans honorables qui avaient tenu leur promesse à Raphaël, commença à amener Miguel au local du club. Le garçon entendit des histoires sur son père, apprit le code selon lequel il avait vécu, et commença à porter les plaques d'identité militaire que Daniel avait gardées en sécurité pendant 6 ans. Julie Bernard, fille d'un infirmier de la marine décorée, se trouva attirée par Daniel et la communauté qu'il représentait. Son plongeon héroïque pour sauver Miguel avait été un instinct né de l'héritage de son père, et elle reconnut des esprits apparentés chez ces guerriers vieillissants. Le capitaine Valois prit une retraite anticipée, choisissant l'intégrité plutôt qu'une retraite compromise, et devint un allié inattendu pour s'assurer que Leroux fasse face à la pleine justice. Marthe Durand, la propriétaire qui avait résisté aux pressions immobilières, témoigna devant la commission d'éthique de l'État, son honnêteté directe étant dévastatrice pour la défense de Leroux. 3 mois plus tard, lors du rassemblement estival annuel des motards d'acier, Daniel regarda Miguel courir sur la pelouse, portant un gilet miniature avec du bois brodé dans le dos, les plaques d'identité militaire de Raphaël brillant sur sa poitrine. Hélène se tenait à côté de Daniel, observant son fils avec une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Je pensais le protéger en le gardant à l'écart, » dit-elle, « mais je l'empêchais de connaître son père. Vous faisiez ce que vous pensiez être juste, » l'assura Daniel. Raphaël aurait compris. La transformation fut complète lorsque Miguel demanda à Pierre de lui apprendre l'entretien des motos, disant que son père aurait voulu qu'il sache. Alors que le soleil se couchait sur le terrain du local du club, Daniel réunit tout le monde, les motards d'acier, Hélène et Miguel, Julie, Marthe et Valois, une famille improbable forgée dans la crise. Il y a 6 ans,
commença Daniel. « Nous avons fait une promesse à notre frère Raphaël Dubois. Nous avons promis de veiller sur sa famille si jamais elle avait besoin de nous. Ce soir, cette promesse est tenue, mais l'histoire ne fait que commencer. » Miguel s'avança, petit mais confiant, et prononça les mots que Daniel l'avait aidé à préparer. « Je ne connaissais pas mon père, mais maintenant je sais ce qu'il représentait. Merci de m'avoir aidé à le comprendre. » Tandis que des applaudissements éclataient, les motards s'approchèrent de Miguel, chacun posant une main sur son épaule en signe d'acceptation, de protection, de famille. La main de Julie se glissa dans celle de Daniel, tandis qu'ils regardaient. Ensemble, ils savaient que des défis viendraient, mais qu'ils les affronteraient unis. La promesse était tenue. L'héritage continuait. Et sous les étoiles du désert, avec les moteurs silencieux et les cœurs remplis, l'honneur avait prévalu contre la corruption, la loyauté contre l'avidité, la vérité contre le pouvoir. La route s'étendait à l'infini devant eux, attendant d'être parcourue avec courage, conviction et les liens incassables d'une véritable fraternité.